questions. C'est une méthodologie avec de la rigueur. Le public accueilli, c'est des gens qui viennent prendre du baclofen, qui savent qu'ils prennent du baclofen, et il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire que je vous propose que nous continuions notre journée et que nous démarrions la deuxième partie. Nous avons beaucoup d'intervenants cet après-midi, et des intervenants qu'on a déjà entendus ce matin, mais aussi beaucoup d'intervenants de l'étranger. On se réjouit de l'élargissement du baclofen au-delà de nos frontières. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Pascal Gage, je suis médecin alcoologue et installé à Genève. Je suis donc un des étrangers qui prendront la parole cet après-midi. Je prendrai peu la parole seulement pour présenter les différents orateurs. Et sans plus attendre, je propose qu'on donne la parole à Jean-Claude Ameisen pour l'introduction de cet après-midi. On est très honoré qu'il soit là, pour la personne qu'il est, chercheur, écrivain, et aussi parce qu'il est le frère d'Olivier Ameisen, et que c'est aussi un honneur pour nous de l'avoir avec nous cet après-midi. Merci Jean-Claude. Je ne sais rien de son introduction, il n'a rien dit. Alors je suis comme vous à l'écoute. Bonjour et merci d'avoir organisé cette journée. Et c'est toujours pour moi, il y a quelque chose qui est, indépendamment de l'intérêt médical et scientifique, quelque chose de profondément émouvant, parce que c'est toujours me replonger dans le souvenir d'Olivier, dans le souvenir de mon frère, dans le souvenir de cette descente aux enfers dont il s'est tiré lui-même par cette découverte, et de manière, je dois dire, tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'il avait atteint durant plusieurs années un tel niveau d'atténuation de ses capacités d'expression et de fonctionnement cognitif et même physique, que ça a été tout à fait extraordinaire pour moi de le voir réémerger progressivement, rapidement, et retrouver l'état qu'il avait longtemps avant et que je lui connaissais. Je me rappelle même d'un jour où discutant avec lui par téléphone et étant extrêmement heureux de le voir redevenir ce qu'il était, je m'aperçois à un moment qu'il y a quelque chose de bizarre que je perçois. Et puis, ça me prend un certain temps pour me rappeler que c'est son caractère habituel que j'avais oublié et que c'était quelque chose qu'il avait depuis l'enfance et qu'il avait retrouvé. Sauf peut-être une forme de sérénité. On a parlé d'anxiété ce matin. Et je crois que, en tout cas, au début, quand il a réémergé, il avait acquis une forme de sérénité qu'il n'avait peut-être jamais connue et qu'il lui a été difficile de maintenir tant son impatience et son implication dans l'application des essais et de ses traitements était prégnant et l'a pris de plus en plus. Un mot peut-être par rapport à ce qui a été dit ce matin. Il a été rappelé que cela fait 40 ans que ce médicament est prescrit, parfois à très haute dose dans certaines indications, et que donc sa pharmacologie et ses effets secondaires sont connus. Ce qui n'a peut-être pas été rappelé, ou en tout cas que je n'ai pas entendu, c'est que, et c'est assez bizarre, c'est à ma connaissance, et ça l'était à la sienne, le seul traitement dont il avait été montré depuis la fin des années 1990 qu'il était capable d'empêcher l'autoconsommation de cocaïne, d'héroïne et d'alcool chez les rats. Et donc c'est un médicament chez lesquels les effets animaux, l'expérimentation animale avait déjà été faite avant qu'il ne commence à être utilisé, et les doses auxquelles ces effets étaient observés chez l'animal étaient, de mémoire approximativement, de l'ordre, enfin les effets commençaient à être des effets importants à partir de doses de 200 à 350 mg, celles qu'on a entendues ici, qui étaient très éloignées des posologies habituelles qui étaient données pour les spasmes musculaires. Donc il y a quelque chose de très étonnant, un médicament ancien et bien connu dans d'autres indications, et des données chez l'animal qui, à ma connaissance, sont des données qui n'ont jamais été obtenues avec d'autres médicaments et qui sont des données sur le craving, c'est-à-dire sur l'envie irrépressible d'un animal qui a été addicté de s'auto-administrer la drogue dont il dépend. Et donc ce scepticisme, ce n'est pas parce qu'il y a des données animales et qu'on connaît un médicament que ça veut dire qu'il aura un effet bénéfique chez les patients, mais je dirais que la conjonction de l'ancienneté de ce médicament, des expérimentations animales qui avaient été faites, de l'auto-administration qu'il a publiée et des auto-administrations qui ont commencé à être publiées rendent difficile rétrospectivement de comprendre
le scepticisme profond et le rejet qu'il y avait à cet égard. On doit toujours s'interroger et être prudent, mais ça rend ce rejet étonnant. Et le fait qu'on ait parlé de molécules miracles, je veux dire, quand un traitement marche de manière remarquable chez l'animal, c'est pas pour ça que c'est un traitement miracle, c'est un traitement qui marche. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas de manière extraordinaire chez l'animal. Ce n'est pas parce qu'il marche chez l'animal qu'il marche chez l'homme. Et c'est très étonnant de faire comme si ça avait surgi de nulle part, alors que Olivier s'était fondé sur ces expérimentations, ces résultats d'expérimentation animale, pour essayer d'augmenter la dose jusqu'à des doses qui correspondaient à celles dont on avait publié, qui avaient un effet chez l'animal et qui sont les doses qu'il a obtenues. C'est le premier point. C'est quelque chose d'assez surprenant. Le deuxième, c'est le changement de paradigme qui a été souligné ce matin, qui dépasse évidemment l'alcoolisme et qui dépasse le baclofène, qui rentre dans une démarche qui est une démarche ancienne, qui est celle de la démarche éthique biomédicale depuis 70 ans, qui est celle de la démarche médicale dans notre pays depuis la loi du 4 mars 2002 qu'on appelle la loi Kouchner, c'est-à-dire celle où, pour dire les choses simplement, la médecine est au service de la personne. Ce n'est pas la personne qui est au service de ce que la médecine pense qu'il faudrait qu'elle fasse. Et on peut dire la même chose pour la science et la recherche. C'est-à-dire que la recherche biomédicale devrait se penser, comme la médecine dans son exercice, comme étant au service de la personne. Et donc le fait que la personne participe au plus est quelque chose qui devrait être évident, surtout dans des domaines qui ne concernent pas des fonctions biologiques qu'on peut avoir du mal à apprécier. On n'est pas forcément conscient d'un certain nombre de modifications biologiques qui se passent à l'intérieur de notre corps. Mais quand il s'agit de quelque chose d'aussi profondément subjectif que le craving, que l'impossibilité de ne pas céder à une impulsion, il est évident que la subjectivité est le sujet même de l'approche médicale, de l'approche de la recherche et de l'approche thérapeutique. Et je crois dans d'autres domaines, nous avons beaucoup de mal à prendre en compte la douleur. On a travaillé sur le soulagement de la douleur, de la souffrance et l'accompagnement en fin de vie, là où la médecine ne peut pas guérir, changer le cours des choses, mais accompagner et soulager. On a énormément de mal dans notre pays de prendre en compte la douleur et la souffrance. Et je crois que quand on a mal, il n'y a rien, encore une fois, de plus subjectif que la douleur, la souffrance, la compulsion, le craving. Et quand on a du mal à l'approcher, c'est qu'on a du mal à prendre en compte la personne en tant que telle dans la médecine. On s'intéresse à un corps, on s'intéresse à des fonctions biologiques, mais on a du mal à prendre en compte la personne si la subjectivité de la personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, ce qu'elle exprime, est considérée comme quelque chose d'anecdotique. Avec un contexte très particulier dans l'alcoolisme, comme vous le savez, qui est une forme d'indifférence, de rejet ou de mépris. Au fond, si les personnes ne sont pas capables de ne pas boire, c'est leur problème. C'est qu'elles manquent de volonté, c'est que leur caractère est défectueux, et donc tant qu'elles n'auront pas fait la preuve d'une souffrance rédemptrice qui leur aura permis de faire cesser leur comportement, eh bien, au fond, elles ne seront pas considérées comme sujettes à de l'année. Et donc je crois que prendre en compte la personne, sa subjectivité, ce qu'elle est, dans une maladie, dans une situation chronique du type de l'alcoolisme ou d'autres dépendances et d'autres dépendances aux drogues, est d'autant plus difficile dans notre culture que ces personnes sont considérées au fond comme des personnes qui, si je devais être caricatural, qui n'ont que ce qu'elles méritent. Au fond, c'est à elles de se prendre en charge et de changer. Donc je crois qu'il y a un enjeu très profond. C'est non seulement l'enjeu de la prise en compte de la personne dans la recherche et dans la médecine, lui permettre de s'approprier au plus la démarche qu'on est en train d'élaborer pour lui rendre service, mais aussi le refus du mépris, du rejet, de l'indifférence. Et vous savez que dans chaque société et à chaque époque, différentes maladies, différentes situations ont été considérées comme devant faire l'objet d'un rejet ou d'un mépris ou d'une honte parce que c'était la faute des personnes. Et en fonction du contexte culturel et de l'époque, ces fautes de la personne variaient. Donc je crois qu'elles nous interrogent autant sur notre société et notre médecine que sur la situation particulière des personnes. Changement de paradigme parce qu'en effet, dans toute une série de domaines qui dépassent de très loin l'addiction, les patients, pour la Haute Autorité de Santé, le patient est un expert. Il a une autre forme d'expertise que le médecin ou que le chercheur, mais une expertise à part entière que le chercheur et que le médecin n'a pas. Et je crois que ce qui a eu particulier dans l'aventure d'Olivier, c'est qu'il était à la fois un malade et un médecin et un chercheur. Et donc, d'une certaine façon, il appréhendait ce qui lui arrivait à la fois comme vécu de l'intérieur, comme un enfer qu'il vivait de l'intérieur,
et comme quelque chose qu'ils pouvaient essayer de percevoir de l'extérieur, comme le fait un chercheur ou un médecin. Et que ce que nous devons faire de manière collective, c'est justement à la fois faire ce qu'il y a de plus intéressant dans ce que la science et la médecine nous révèlent sur les situations, les traitements, toute une série de choses, et puis prendre en compte au maximum la personne. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la personne qu'on doit aider, et encore une fois, ne pas se soumettre. Il y a eu une question sur les protocoles fantastiques dans lesquels tout est déjà prévu au départ. Je crois que ce qu'il y a de remarquable dans Bacloville, c'est que le protocole a été d'une certaine façon pensé pour être au service de la personne. En écoutant Bacloville, je me disais aussi que si, vous savez que de plus en plus, on tarifie à l'activité à l'hôpital, les infirmiers, les infirmières, les kinésithérapeutes sont évalués à l'acte et au temps qu'il ou elle passe à réaliser un acte. Je crois que ce protocole illustre le fait que si on passe du temps, si on écoute, si on dialogue, eh bien, il y a une vertu thérapeutique. Et je pense que dans les 36% de succès de placebo, il n'y a pas seulement l'espoir d'avoir enfin une molécule qui marchera et qui aura une efficacité, il y a aussi le fait d'être pris en compte, d'être pris au sérieux, d'être considéré comme une personne, d'être considéré comme un partenaire. Et donc je crois que si ça pouvait, ce qui a été développé au cours d'un essai, pouvait rentrer dans la pratique, c'est-à-dire que tout médecin passe ce temps, ce dialogue, cette attention avec un patient, même quand ce patient n'est pas inclus dans un protocole, eh bien il y aurait un grand bénéfice. Et je crois que, vous savez qu'il y a quelque chose de très général qui, encore une fois, dépasse ce cadre. Le préambule de notre Constitution, le préambule de 1946 de notre Constitution, garantit à tous la protection de la santé. La protection de la santé, c'est la prévention, c'est pas simplement la réparation des maladies, c'est le fait de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades ou n'aient pas de handicap. Notre budget de santé publique est l'un des plus importants dans le monde. Moins de 5% de ce budget de santé publique est consacré à la prévention. Donc il est difficile, j'allais dire, de faire de la prévention, qu'il s'agisse d'empêcher ou d'éviter de tomber malade, ou qu'il s'agisse de, ce qui a été dit ce matin, de limiter les dégâts, de prévenir les risques, tout ça c'est de la prévention. Et donc nous sommes dans une mentalité de réparation, avec une forme de découragement quand la réparation apparaît ne pas être facile, ne pas dépendre d'un acte technique particulier. Et donc il y a vraiment une réflexion sur la prévention des dégâts et des risques, et ça va ensemble, sur l'accompagnement. Nous sommes très bons pour tenter de guérir quand on peut guérir. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas des problèmes neurodégénératifs, nous sommes le pays qui a inventé quelque chose qui se diffuse dans le monde entier depuis longtemps, qui est la stimulation intracérébrale profonde, qui rend des services remarquables dans la maladie de Parkinson et dans d'autres. Nous sommes un des pays où l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de handicap cognitif ou mental est le plus déplorable. Autrement dit, lorsque nous ne pouvons pas guérir instantanément, eh bien c'est comme si nous ne pouvions rien faire et que nous abandonnions. Donc je crois que derrière les effets médicamenteux d'une molécule du baclofène, c'est toute notre façon d'accompagner les personnes vulnérables, les personnes en situation de vulnérabilité, qu'il nous faut repenser à la lumière de ce type d'essai. Donc je crois qu'il y a plusieurs changements de paradigme qui se croisent. Le fait de lier recherche et accompagnement, le fait que la recherche puisse changer non seulement la thérapeutique, mais les modalités d'accompagnement, et le fait que les patients jouent un rôle important, comme dans d'autres domaines, non seulement dans l'appropriation de la démarche diagnostique et thérapeutique, mais dans l'élaboration des protocoles de recherche, dans l'élaboration des protocoles thérapeutiques. Et je crois que ce que font un certain nombre d'associations, qu'on entendra cet après-midi vis-à-vis des effets secondaires, vis-à-vis d'autres aspects, joue ce rôle. Et je crois qu'il est dommage qu'il y ait eu un tel rejet de la part d'une proportion importante des spécialistes, parce que l'idéal, c'est le croisement de ces mondes. L'idéal, c'est quand les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les chercheurs et les patients travaillent ensemble et croisent leurs regards et élaborent quelque chose qui est plus intéressant que ce que chacun de ces groupes pourrait élaborer tout seul. Lorsqu'une partie, la partie, je dirais, qui détient le plus de légitimité publique, qui sont les spécialistes, a un comportement de rejet ou d'indifférence, eh bien, ça ne facilite pas ce croisement. Ça oppose de manière tout à fait légitime les intérêts des patients à la démarche d'un certain nombre de spécialistes. Mais il est évident que l'idéal, c'est quand tout le monde peut travailler ensemble.
Un mot peut-être sur le baclofène qui n'a pas été mentionné, que tout le monde connaît, mais qui est bon de rappeler, c'est un générique. C'est un médicament qui n'est plus depuis très longtemps sous brevet, et donc c'est un médicament en fait qui pourrait être fabriqué au prix coûtant. Je vous rappelle, il y a des problèmes assez bizarres dans notre pays. Un générique n'est pas vendu avec un petit bénéfice par rapport au prix coûtant. Dans un très grand nombre de cas, nous avons récemment appris qu'un générique est vendu à peu près 40% du prix que coûtait le médicament quand il était protégé par le brevet. Or, il n'y a plus de brevet. Donc en fait, l'idée que lorsqu'un médicament n'est plus protégé par un brevet, il devrait être fabriqué à prix coûtant et vendu éventuellement avec un petit bénéfice, c'est quelque chose d'important. Mais le grand problème, c'est que dans notre pays, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, ce qui est nécessaire pour les nouvelles indications du baclofène et les nouvelles doses qui seront recommandées, eh bien, il faut qu'un laboratoire fasse la demande d'autorisation de mise sur le marché. Si un laboratoire n'a pas d'intérêt économique particulier à vendre une molécule qui n'est pas protégée par un brevet, il peut ne pas faire cette demande d'autorisation de mise sur le marché. Et donc le fait que dans notre pays, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, qui peut être un médicament qui ne rapporte rien à personne, sauf à celui ou à ceux qui le fabriquent, dépendent du fait qu'un laboratoire pharmaceutique privé à but lucratif, ce qui est tout à fait légitime, fasse cette demande et que les collectivités, l'État, la collectivité publique ne puisse pas le faire, je crois, est quelque chose qui est un problème majeur. Il y a des médicaments génériques dont il peut être d'intérêt collectif qu'ils soient évalués pour une demande d'autorisation sur le marché. Et il n'y a aucune raison que le goulet d'étranglement soit le fait qu'un laboratoire pharmaceutique, aussi honorable soit-il, a décidé que ça l'intéressait de le faire et que si aucun laboratoire n'est intéressé, ça ne se fait pas. Donc je crois qu'il y a une réflexion, on parle beaucoup des génériques, mais il y a une réflexion sur l'autorisation de mise sur le marché qui est nécessaire. Un point aussi, parce que ça a été évoqué sur les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt, j'ai compté, je me suis peut-être trompé, que Bacloville avait coûté 1,4 million €. Le prix d'un voyage pour aller dans un congrès annoncer les résultats, pour le promoteur qui a dépensé, ou les promoteurs qui ont dépensé 1,4 million € est négligeable. Et donc, le directeur actuel de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, me disait récemment qu'il est en train d'essayer d'élaborer des pratiques, des guides de pratique qui font que lorsque des médecins de l'assistance publique hôpitaux de Paris, on peut espérer que c'est vrai pour tous les médecins de collectivités publiques, doivent présenter des résultats dans un congrès même lointain, eh bien, ça soit les promoteurs ou l'organisme de rattachement qui prennent en charge et que ça ne soit pas une raison, en fait, qu'un laboratoire d'un seul coup soit forcément la roue de secours parce qu'il n'y a personne qui paye. Donc je crois que cette idée, au fond, les liens d'intérêt, je vais le dire autrement, les liens d'intérêt sont inévitables. Et la vraie question, c'est y a-t-il un conflit ? Mais plus on diminue les liens d'intérêt, plus on utilise, je dirais, on ne met en jeu que des liens d'intérêt qui s'avèrent indispensables, plus on évite tous les liens d'intérêt qui sont complètement anecdotiques, et plus on assainit la situation dans un domaine, il y a eu une question, où l'accès public aux données est essentiel, où l'analyse publique et la réanalyse des données est essentielle, où la reproductibilité est essentielle. Et vous savez que dans toute une série de journaux scientifiques et médicaux, la question actuellement du caractère public des données, de la capacité de les réanalyser, est quelque chose qui est considéré comme essentiel. Donc je crois que là aussi, ces essais peuvent être un modèle et accompagner un changement de paradigme, c'est-à-dire des essais qui sont faits pour et avec les patients et qui sont ensuite donnés à la collectivité pour que la collectivité puisse en tirer le meilleur. Je ne vais malheureusement pas pouvoir assister, contrairement à ce que j'ai fait cette matinée, à cet après-midi. J'en suis désolé parce qu'il y a des journées qu'organise le journal Le Monde et auxquelles je dois participer. Je dois participer à une table ronde. Je regarderai ce qui a été filmé et donc je vous souhaite un après-midi aussi productif que cette matinée. Et encore une fois, je suis très heureux à la fois de l'évolution de ces travaux, de l'évolution de ces mentalités et de tout ce que vous faites dans tous ces domaines. Merci. Merci infiniment,
Jean-Claude Ameisen, pour cette introduction ciblée, centrée et pertinente. Et